Bonsoir à tous et bienvenue sur RP Media. Ce soir, nous allons parler du discours d'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il faut savoir que le 4 septembre, Ibrahim Boubacar Keïta a été confirmé comme président du Mali pour les 5 ans à venir. Et cette confirmation a fait l'objet d'une cérémonie. Une cérémonie appelée investiture du nouveau président de la République. Dans l'analyse qui va suivre, nous allons mettre de côté tout ce qui concerne la contestation. Il faut rappeler que c'est un président élu très contesté. Et donc nous n'allons pas parler ce soir de l'opposition, du clivage qui existe entre la majorité présidentielle et l'opposition, qui conteste déjà la tenue des élections, qui conteste ensuite les résultats du premier tour et du second tour, et cette opposition qui ne reconnaît pas ce nouveau président de la République. Nous n'allons pas nous attarder sur cette contestation, nous allons nous occuper du discours proprement parlé de Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali pour les 5 ans à venir. Et quand on écoute ce discours-là, il y a beaucoup de choses à retenir. Déjà, dans un premier temps, nous allons énumérer les grands axes qu'il a évoqués dans ce discours, notamment la lutte contre la corruption. Il a dit qu'il allait faire de la lutte contre la corruption un grand chantier de son quinquennat. Il a aussi parlé d'instaurer l'intégrité du territoire malien, donc restaurer l'intégrité territoriale du Mali. Il a dit qu'il serait implacable contre tous ceux qui se mettraient en travers du processus de paix issu de l'accord d'Alger. Concrètement, tous ceux qui créeront des problèmes pour la mise en application de cet accord-là trouveront Ibrahim Boubacar Keïta sur leur chemin et je serai implacable, tel est le terme qu'il a employé. Il a aussi dit qu'il serait le président de tous les Maliens. Il va rassembler tous les Maliens. Tous les Maliens seront égaux face à la nation. Il a également dit qu'il allait travailler à ce que la laïcité continue d'être ce qui représente le mieux le Mali. Il a parlé de réconciliation nationale. Réconcilier les Maliens, il faut le dire. Et il n'y a pas que le nord et le sud qui peinent à se réconcilier. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la fracture sociale, elle est énorme, elle est immense, elle est abyssale et elle est à tous les niveaux. Il a parlé de cette jeunesse qui est la majorité silencieuse et parfois bruyante. Et donc il a dit que son mandat serait placé sous le signe de la jeunesse. Il allait redorer cette jeunesse-là, donner à cette jeunesse la place qui devrait être la sienne. Il a parlé aussi de redresser le système éducatif. Il faut dire aujourd'hui, hein, enfin ça date pas d'aujourd'hui, mais pendant les 5 ans de Ibrahim Boubacar Keïta, on a quand même vécu un tournant dans ce système éducatif qui s'est dégradé davantage. Plus on avance, plus on a les moyens de s'informer, plus on a les moyens d'aller dans les moindres recoins de ce système éducatif, plus on se rend compte de l'incapacité de l'État malien à donner à ce système-là ce qu'il faut pour qu'il soit redoré. Le président a parlé aussi de l'emploi, de l'entrepreneuriat à travers l'agriculture et le numérique. Effectivement, il y a à boire et à manger quand on parle d'emploi au Mali. Le mandat passé avait fait l'objet d'une promesse de création de 200 000 emplois. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu prouver aux Maliens que ces emplois ont été créés. En tout cas, le camp présidentiel dit avec tambour battant que les 200 000 emplois ont été créés et même dépassés. Et de l'autre côté, ceux qui attendent ces emplois disent qu'ils n'ont jamais vu la couleur. Et donc, il y a une espèce de ping-pong médiatique autour de la création de ces 200 000 emplois. Effectivement, l'entrepreneuriat aussi, dans l'ancien mandat, enfin dans le mandat passé, il avait été question de réduire le capital numéraire nécessaire pour créer une société au Mali. Et donc ce capital numéraire était à 5 000 francs CFA. Mais apparemment, il n'y a pas eu de promotion. Il semblerait que personne ne soit au courant. Et on n'a pas en tout cas les chiffres de création d'entreprises au Mali. Mais il semblerait que
ce n'est pas eu d'engouement. Effectivement, l'agriculture et le numérique sont des chantiers illimités au Mali. L'agriculture à lui seul pourrait permettre de créer autant d'emplois qu'on veut, nourrir les Maliens et exporter l'excédent. Et quant au numérique, il faut savoir qu'aucun pays n'a un avantage absolu sur un autre. Chaque pays peut modéliser le numérique par rapport à ses besoins, par rapport à sa demande, et créer autant d'emplois dans le domaine des transports, dans le domaine de la distribution, dans le domaine des paiements mobiles, dans le domaine de l'information, dans le domaine de la sensibilisation, dans le domaine du renseignement, et même au niveau de l'armée, au niveau de la police, de la gendarmerie, au niveau de l'éducation. Le numérique a sa place. Ce ne sont pas les intelligences maliennes qui manquent. À travers le monde, les Maliens ont montré des preuves dans les entreprises dans lesquelles ils travaillent. Sur le plan numérique, il faut juste trouver des hommes au Mali qui sont à la tête de ces départements liés au numérique, qui soient capables d'attirer tous ces talents maliens-là à travers le monde vers le Mali dans un projet commun dans lequel tout le monde se retrouve sur un plan social et aussi sur un plan pécunier, parce que vous ne pouvez pas ramener les Maliens les mieux formés à travers le monde sans leur payer le salaire qu'il faut. Quand on parle de sacrifice, les dirigeants eux-mêmes n'ont pas montré les signes de sacrifice. On ne peut pas le demander aux jeunes qui sont pour la plupart du temps allés étudier grâce au financement de leurs propres parents. Certains sont venus travailler dans des pays développés pour pouvoir financer leurs études. On ne peut pas leur demander de faire des sacrifices dans la mesure où la classe dirigeante elle-même ne serre pas la ceinture, de vie dans le gaspillage, dans le luxe, etc. Et donc ça, c'était les éléments qu'on pouvait énumérer du discours du président Ibeka lors de son investiture. Maintenant, si on se permet de disséquer de ce discours-là, on se permet de disséquer ces mots-clés, d'analyser ces mots-clés, qu'est-ce que ça peut donner? On se rend compte qu'il y a beaucoup de réchauffés. On a comme l'impression qu'on est dans le remake de 2013. Ce qui frappe dans ce discours-là d'investiture de Ibrahim Boubacar Keïta, c'est le manque quand même d'humilité. Quand il parle de lutte contre la corruption, avant de dire que ce sera son cheval de bataille pour les 5 ans à venir, il aurait dû quand même reconnaître son échec. L'échec patent avec des preuves à foison. Il faut rappeler que l'entourage proche d'Ibeka, quand on prend des gens comme Tereta est quand même mêlé à des affaires d'engrais frélatés qu'on a importés dans notre pays au détriment de la santé, au détriment de l'agriculture. Et cette personne-là est une personne centrale de la campagne présidentielle d'Ibrahim Boubacar Keïta. Cette personne-là, M. Tereta, est une personne centrale dans l'appareil politique d'Ibrahim Boubacar Keïta. Et donc ça montre un peu les limites de ce besoin de lutte contre la corruption. Autour d'Ibeka, il y a d'autres personnes, on peut citer Ben Barka par exemple, et plein d'autres personnes qui ont été citées par les partenaires financiers du Mali, tels que le FMI, la Banque mondiale. Ce sont des gens par exemple qui sont liés dans des contrats d'achat d'armement et de l'avion présidentiel qui se sont donnés à cœur joie à un projet de surfacturation. Et toutes ces personnes-là sont des personnes clés de l'entourage du président Ibrahim Boubacar Keïta. Donc on peut se demander comment, avec qui il va lutter contre la corruption et qui est visé par cette lutte contre la corruption. Et donc c'est une grande question. Il semblerait que Ibrahim Boubacar Keïta ne soit pas légitime pour parler de lutte contre la corruption. Et donc on peut dire que sur ce point, il a manqué d'humilité. Quand on prend le second point, l'instauration de l'intégrité territoriale, et là aussi il y a un grand manque d'humilité de la part de Ibrahim Boubacar Keïta, auréolé du titre de président pour les 5 ans à venir. Et il faut dire que avant que Ibeka n'arrive à la tête du Mali, le Mali s'étendait de Bamako à Sikasso, Kaï, Kidal jusqu'à Tessalit. Le drapeau malien flottait partout, l'administration malienne y était. Et aujourd'hui, le Mali a perdu la moitié de son territoire. En tout cas, s'il ne l'a pas perdu sur un plan politique, il a perdu sur un plan stratégique, sur un plan militaire et même administratif. Et il faut dire que non seulement les groupes terroristes et les groupes dits rebelles se sont multipliés dans le nord du Mali, il y a une espèce de nébuleuse que personne ne comprend. Et il y a eu de nouveaux cas. Il y a eu par exemple Amadou Koufa
qui a voix au chapitre, hein, au centre du Mali, il aurait pu évoquer tout ça et son incapacité à gérer tous ces problèmes-là avant de venir dire qu'il va instaurer l'intégrité du territoire. On voit mal comment Ibrahim Boubacar Keïta, avec la stratégie qui est la sienne, avec cette façon-là de manger à la même table que ceux qui ont pris des armes contre les autres Maliens, on se demande comment, avec quel outil et avec quel type de diplomatie il va pouvoir redresser la barre. Et là encore, sur ce deuxième point, Ibrahim Boubacar Keïta a manqué d'humilité. Là où on peut encore parler de manque d'humilité, c'est au niveau de sa phrase « Je serai implacable contre ceux qui se mettraient en travers du processus de paix issu de l'accord d'Alger ». Il faut dire que ceux qui ne respectent pas, en tout cas ceux qui ne concourent pas à ce que ce processus de paix-là aille jusqu'à son terme, ceux qui mettent les bâtons dans les roues du processus de paix sont connus, et ce sont des gens qui sont régulièrement invités à Koulouba pour des dîners, pour prendre un pot, etc. Ibeka n'a jamais eu de mots durs, il n'a jamais tapé du poing sur la table quand il s'adresse à la communauté internationale, quand il évoque ces groupes signataires de l'accord d'Alger. Au contraire, il a toujours eu des mots difficiles à l'endroit de l'opposition qui ne fait que réclamer le droit des Maliens, mais contre ceux qui sont dans ce processus de paix-là, contre la MINUSMA, contre la mission Barkhane, contre la diplomatie française au Mali, contre les groupes rebelles, Ibeka fait profil bas. Et dire que je serai implacable contre ceux qui joueront contre le processus de paix, c'est un pléonasme, parce que c'est exactement et c'est précisément le contraire qui se fait. Donc, il dit qu'il sera aussi le président de tous les Maliens. Cette phrase, elle est très belle, mais là encore, Ibeka aurait dû s'excuser avant. On n'a jamais vu autant de clivage entre les Maliens. On n'a jamais vu autant de fractures entre les Maliens. Quand vous prenez les jeunes, vous prenez les artistes, vous prenez les religieux, vous prenez la diaspora malienne, vous prenez l'armée, vous prenez les femmes, vous prenez les hommes, vous prenez les politiques, tout le monde est divisé. Et le plus petit dénominateur commun entre tous ces gens qui sont divisés, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, la jeunesse est divisée, que ce soit la jeunesse physique ou la jeunesse virtuelle sur les réseaux sociaux, sur Internet. Les gens ne se parlent plus, les gens passent leur temps à s'insulter. Les jeunes s'insultent entre eux, les jeunes diffament les politiques, les jeunes diffament les religieux eux-mêmes insultent les jeunes, les religieux diffament les jeunes, et on a vu de nouveaux types de religieux, des religieux qui se permettent de se vanter de la fortune acquise sur le dos des misérables qui cotisent tous les mois pour leur rayonnement. On a vu les religieux divisés en deux parties, les pro-Ibeka et les contre-Ibeka. C'est pareil pour la jeunesse, c'est pareil pour la classe politique, c'est pareil pour les artistes, c'est pareil pour les Maliens de la diaspora. En fait, c'est pareil partout. Et donc, quand Ibrahim Boubacar Keïta dit qu'il sera le président de tous les Maliens, on a du mal à voir de quel Malien il s'agit, en combien de temps Ibeka pourra fermer le fossé qui est né pendant son premier mandat et qui a divisé les Maliens en tout point. Et on a atteint aujourd'hui un point quasiment de non-retour. Quand vous avez insulté les parents de quelqu'un, quand vous avez diffamé les parents de quelqu'un, quand vous avez vilipendé les gens, quand vous avez sorti au grand jour les secrets d'amis entre les gens pour la cause politique, pour la cause Ibeka, on voit très mal comment les gens pourraient se réconcilier autour d'Ibeka. Et autre chose, c'est que Ibeka, pendant la campagne, a fait la promotion de certains Maliens qui se sont adonnés à cœur joie aux injures, à la diffamation, au montage photo gros texte, au montage vidéo gros texte. Des gens qui ont quand même montré des vidéos des nus de d'autres Maliens ont eu une promotion auprès de Ibrahim Boubacar Keïta dans sa campagne. Quand il dit qu'il sera le président de tous les Maliens, on voit difficilement. Il aurait fallu avoir un minimum d'humilité en prononçant cette phrase-là et en reconnaissant qu'il est l'auteur du fossé qui existe entre les Maliens aujourd'hui, qu'il s'en excuse et qu'il espère l'aide de tous les Maliens, peut-être pour
pour nouer une réconciliation nationale. La laïcité aujourd'hui, la laïcité n'existe pas au Mali. Le Mali aujourd'hui est devenu un État où la religion a trop de place. En fait, ce qu'on pourrait appeler la religion, parce que la religion n'est pas une mauvaise chose, mais l'interprétation qu'on en fait au Mali est quand même problématique. Aujourd'hui, on a donné trop de poids aux religieux, et d'ailleurs les religieux sont devenus des gens particuliers, des gens qui se permettent d'insulter les autres, des gens qui se permettent de se vanter des biens qu'ils ont acquis et de se moquer de ceux qui leur permettent d'avoir ces biens-là. C'est ce type de religieux qui sont au Mali, et ils se retrouvent exclusivement autour de la religion musulmane. Et d'ailleurs, l'État fait plus de faveurs aux religieux musulmans au Mali qu'aux autres religions. Et ça, c'est problématique. On n'a jamais eu autant de poids de la religion au Mali qu'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas parler de laïcité. Et donc, s'il promet de renforcer la laïcité au Mali, on peut juste dire wait and see. Et, la réconciliation, c'est le même créneau, hein. On ne peut pas opposer les Maliens pendant 5 ans et vouloir les réconcilier avec une baguette magique parce qu'on a un second mandat. Là aussi, Ibrahim Boubacar Keïta a manqué d'humilité. S'excuser aurait été de bonne guerre. Parlant de la majorité et qui est cette jeunesse, effectivement, cette jeunesse-là qui a fait beaucoup de bruit, cette jeunesse-là à un moment donné qui a poussé Ibrahim Boubacar Keïta jusque dans ses derniers retranchements. On se rappelle, hein, son projet de révision de la Constitution a été empêché par cette jeunesse-là. Cette jeunesse s'est montrée solidaire, s'est montrée professionnelle. Et justement, lui, il fait partie des gens qui ont divisé cette jeunesse-là, qui ont prostitué cette jeunesse-là. Et donc, dire que son mandat sera placé sous le sceau de la jeunesse, on se demande comment il va y arriver, comment il va réconcilier toutes ces jeunesses-là qui est divisée, des gens qui sont prêts à se taper dessus aujourd'hui, des gens qui sont prêts à se tirer sur un fuseau aujourd'hui. En tout cas, quand on regarde, quand on assiste aux invectives sur les réseaux sociaux, on se demande comment on pourrait rassembler toutes ces jeunesses-là et autour de quoi on pourrait rassembler cette jeunesse-là. Là aussi, Ibrahim Boubacar Keïta aurait dû reconnaître son échec, reconnaître que lui-même est l'une des raisons qui ont fait que cette jeunesse silencieuse est devenue bruyante et s'est mise à utiliser des termes inamicaux pour s'exprimer. Le redressement du système éducatif, il faut pas se mentir, en 5 ans, les 5 premières années, il n'a montré aucun signe positif. On ne voit pas comment on pourrait redresser ça. Au Mali, il y a simplement des gens qu'il faut retirer du système éducatif. Ils n'ont rien à y faire. Et tant qu'ils y sont, ils empêcheront les plus jeunes d'étudier. Avant de faire toute chose, il faut voir qui doit être à l'école, qui ne doit pas y être, et qui doit faire quel type de formation. Le souci au Mali, c'est que on forme les gens au droit, on forme les gens en économie. L'activité économique et l'activité judiciaire au Mali ne permet même pas d'insérer toutes ces personnes-là, même si elles étaient extraordinaires. Et donc il faut peut-être orienter le système éducatif malien à répondre aux besoins urgents du Mali, à répondre aux besoins du marché malien et non de fabriquer des gens, des futurs chômeurs. Le président a parlé d'emploi. L'emploi va avec le système éducatif. Quand vous formez des gens dont l'employabilité est égale à 0, vous vous retrouvez avec très peu de création d'emplois. L'emploi succède aux besoins. Et si on ne peut pas identifier les besoins, on ne peut pas créer de l'emploi. Ceux-mêmes qui sont destinés à créer des emplois n'ont aucun outil pour le faire. C'est vrai que le mot entrepreneuriat aujourd'hui est un mot à la mode aussi bien en Europe ici qu'en Afrique. Ceci dit, il faut créer un climat et ce climat-là, il est nauséabond au Mali. Ce climat n'existe pas au Mali. Dans un pays où une famille gère tout, où tout dépend d'une famille, on voit comment un entrepreneur issu d'un milieu modeste pourrait réussir au Mali. Les bacs chiches, les pots de vin, les allées et venues, la lenteur administrative, tout ça n'aide pas à la création d'entreprises au Mali. Après, il y en a qui réussissent toujours, tout dépend de leur connexion, mais quand on part avec 0 connexion, c'est très difficile. L'agriculture et le numérique attendent effectivement les Maliens, et pour cela, il
il faut déjà voir hein, le premier geste que IBK pourrait faire déjà pour montrer patte blanche, ce serait de rendre Internet accessible au Mali. Internet coûte plus cher au Mali qu'en France. Or, c'est Orange Mali qui fournit en grande partie Internet au Mali. Pourquoi ne pas mettre en place un dumping fiscal, par exemple? Pourquoi ne pas créer un cadre où il y aurait plus d'endroits où les gens pourraient avoir accès à Internet au débit illimité grâce au Wi-Fi? Pourquoi ne pas permettre à tous ceux qui ont une carte d'étudiant d'avoir une connexion Internet dans leur trousseau de début d'année? En tout cas, aujourd'hui, on ne peut pas créer sur le plan numérique au Mali car le coût d'Internet n'est même pas à la portée des entreprises. Donc ne parlons même pas des jeunes. Et quand on sait que IBK, pendant son mandat, a restreint Internet et les réseaux sociaux au moins 3 fois, on comprend pas très bien comment il pourrait faire du numérique un grand chantier au Mali. C'est à voir. Et il y a d'autres choses aussi, c'est que ce mandat-là est passé tellement vite que des fois on oublie certaines choses. On oublie que beaucoup de nos soldats sont morts parce que il y a un problème de renseignement au Mali, ils sont morts parce qu'il y a un problème d'équipement, il y a un problème de formation. On envoie des jeunes sur le champ de bataille sachant qu'ils ne vont jamais revenir. Et l'humilité aurait voulu que Ibrahim Boubacar Keïta présente des excuses à toutes ces familles-là. L'humilité aurait voulu que Ibrahim Boubacar Keïta reconnaisse que les veuves qui ont perdu leur époux sur le champ de bataille, les enfants orphelins qui ont perdu leurs parents sur les champs de bataille ne sont pas réhabilités, ne sont pas pris en charge comme il se doit. Il y a un problème administratif, il y a des personnes qui se permettent de s'asseoir sur ce qui devrait revenir à ces gens. Et ça, c'est connu. L'humilité aurait voulu que Ibrahim Boubacar Keïta présente des excuses à ces gens qui sont victimes de ce système-là. Et aussi le fait que le vérificateur général a quand même remis un rapport chaque année, un rapport dans lequel il est présenté des milliards détournés par des proches d'IBK, en tout cas par des gens qui sont dans l'administration malienne, qui sont accessibles par la justice malienne, mais qui n'ont jamais été mis à la disposition. Ibrahim Boubacar Keïta n'a jamais donné les moyens à la justice malienne de s'exécuter. On l'a vu laisser pendant 28 jours les médecins en grève avec son lot de morts d'enfants, de vieillards, de femmes, de jeunes. Là aussi, il ne s'est pas excusé. Il ne s'est pas excusé d'avoir acheté un avion présidentiel alors qu'on a demandé aux Maliens de serrer la ceinture. Il ne s'est pas excusé d'avoir laissé faire un marché de surfacturation autour du marché de l'armement qui a généré l'annulation de ce marché-là et donc l'absence d'équipement pour l'armée qui a aussi à son tour engendré beaucoup de morts. Il ne s'est pas excusé du fait que des milliers de Maliens à travers le monde sont devenus des sans-papiers parce que l'administration malienne à travers le consulat, l'ambassade dans les pays du monde n'arrivait pas à octroyer des documents administratifs aux Maliens, en France, en Espagne, en Angleterre, en Italie, etc. Beaucoup de Maliens ont perdu leur titre de séjour comme ça et ont été rendus expulsables de fait, ils ont perdu leurs emplois, il y en a qui ont divorcé tout simplement parce que quand on n'a pas de documents maliens, on ne peut pas avoir de titre de séjour, on ne peut pas travailler, on ne peut pas payer son loyer, on ne peut pas nourrir sa famille. Donc beaucoup de gens ont subi des divorces et tous ces gens auront dû trouver une place dans le discours de Ibrahim Boubacar Keïta. Et Ibrahim Boubacar Keïta aurait dû s'excuser auprès des Maliens parce que la plupart des choses qu'il a promis aux Maliens pendant sa campagne, ce pourquoi il a été élu président de la République en 2013, rien n'a été exécuté. Absolument rien. Les Maliens sont dans l'attente. Quel que soit le domaine qu'on prend, il y a à discuter, il y a matière à discuter. On ne peut pas faire semblant d'avoir construit un pays si la population dit que le pays n'a pas été construit. À un moment donné, malgré le contexte de contestation, malgré
très faible taux de participation à l'élection présidentielle. Il faut rappeler que seulement 1 700 000 personnes ont voté pour Ibrahim Boubacar Keïta selon les résultats proclamés par le ministère. C'est très peu par rapport au nombre de Maliens qui existent, au nombre de Maliens qui vivent au Mali. Et là, la modestie aurait voulu que Ibrahim Boubacar Keïta parle autrement aux gens. Mais il est venu tenir un discours comme s'il a réussi un premier mandat, comme si tout va bien, comme si lui-même a réussi sa vie, alors qu'il doit ce train de vie-là aux Maliens, il doit ce niveau de vie-là aux Maliens. On a vu quelqu'un qui a entretenu sa famille avec le denier public, son fils, sa belle famille, tout le monde. Il a pris au moins 170 fois l'avion présidentiel pour parcourir le monde. Personne ne peut quantifier le résultat obtenu. Et tout ça, les Maliens le savent. Ibrahim Boubacar Keïta aurait dû s'excuser. Il a eu aussi des propos inamicaux envers l'opposition en traitant les gens de petits messieurs. On a eu des termes les aigris, on a eu des termes comme débat de caniveau. Et tout ça, c'est regrettable. Dans le discours d'Ibrahim Boubacar Keïta, il aurait dû être modeste et présenter des excuses par rapport à toutes ces expressions-là qui ont été utilisées, qui ont fait mal aux Maliens. Et pendant les différentes manifestations au Mali, il y a eu des morts. Ibrahim Boubacar Keïta aurait pu des morts civiles, des morts militaires, etc. Ibrahim Boubacar Keïta aurait dû trouver un mot à l'endroit de ces gens-là. Et c'est ce qui a manqué dans ce discours. C'est un discours, c'est du réchauffé et ça manque d'humilité. Dans un pays où on a été quand même à l'origine de la fracture sociale, dans un pays où on a été à l'origine de la perte de la moitié du territoire, dans un pays où il y a eu plus de 3000 morts, dans un pays où la jeunesse s'enfuit, la jeunesse continue de sortir du pays. On a vu ici en France, on a rencontré des gens qui sont diplômés, mais qui quittent le Mali par voie maritime, ils traversent l'Algérie, le Maroc, l'Italie, ils viennent en France. On continue de voir ça, on ne peut pas faire semblant. Le nombre de Maliens qui ont été sauvagement tués au Maroc, en Algérie, le nombre de Maliens qui souffrent à travers le monde parce que leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés, parce que les ambassades et les consulats du Mali à travers le monde ne mettent pas en place des assistants juridiques. Tous ces gens auraient dû avoir une place dans le discours d'investiture de Ibrahim Boubacar Keïta. Surtout dans le contexte actuel où il est plus que jamais contesté, il aurait dû revoir son discours, mettre un peu d'humilité, avoir une attitude de profil bas, mais non, on a eu un discours d'un président qui a réussi son mandat, un président qui fanfaronne, et c'est dommage, j'ai envie de dire, tant pis pour les aigris. Je sais que j'ai été un peu long, je m'en excuse, mais il fallait que je développe mon analyse par rapport à ce discours-là. Je le répète, l'analyse ne concernait que le discours à proprement parler. Il n'était pas question de parler des à côté, de la contestation, de l'opposition, de Soumaïla Cissé, des résultats, de la fraude électorale ou pas fraude électorale, etc., etc. Donc je vous dis merci de m'avoir suivi et à très bientôt.